Quelle est la véritable mesure d'un homme? Est-ce le solde de ses comptes, la Patek Philippe à son poignet, la révérence silencieuse qu'il impose dans les salles de conseil, ou est-ce quelque chose de plus discret, quelque chose de caché dans le passé? Pour Alexandre Sterling, un homme qui pouvait faire trembler les marchés d'un seul mot, la réponse est arrivée un mardi soir, non pas sur un téléscripteur boursier, mais dans les yeux fatigués d'une femme qui n'avait pas vu depuis 15 ans. Elle tenait un plateau de verre à vin vide, vêtu d'un simple tablier noir. Et en cet instant unique et fracassant, son monde de milliards de dollars est entré en collision avec une vie qu'il pensait avoir laissée derrière lui pour toujours. Ceci n'est pas seulement une histoire de richesse. C'est une histoire de dette, du genre que l'argent ne peut jamais rembourser. Le restaurant s'appelait Aurélia, un nom chuchoté parmi l'élite parisienne. Dîner là-bas, c'était annoncer que non seulement vous étiez arrivé, mais que vous possédiez la destination. Alexandre Sterling, PDG de Sterling Innovation, était assis à la meilleure table, une banquette d'angle tapissée d'un profond velours cobalt. La lumière du lustre en cristal au-dessus de lui attrapait les glaçons dans son verre d'Armagnac XO, réfractant un minuscule arc-en-ciel froid sur la nappe blanche immaculée. En face de lui, deux associés, Robert et Chêne, riaient d'une blague qu'ils n'avaient qu'à moitié entendue. Il hochait la tête, un geste automatique et pratiqué. Son esprit était ailleurs, ruminant les derniers détails du projet Helios, une acquisition de plusieurs milliards d'euros d'une start-up d'énergie verte qui devait cimenter son héritage. À 33 ans, il avait tout, le Pantouse sur l'avenue Foch, le jet privé, le portefeuille qui faisait l'envie de la place Vendôme. Il portait un costume sur mesure qui lui allait comme une seconde peau et une montre qui coûtait plus cher que la maison d'un Français moyen. Son monde était une forteresse de risques calculés et de rendements spectaculaires. C'était aussi un monde profondément solitaire. Sa fiancée, Camille de Rochefort, était censée être là. Elle avait annulé par un SMS désinvolte, bloqué à un gala de charité. C'est pour la bonne cause, chérie. Ne t'amuse pas trop sans moi. Ce qui, il le savait, signifiait qu'elle dînait ailleurs, dans un lieu socialement plus avantageux. Cela ne le dérangeait pas. Leur relation ressemblait beaucoup à ses affaires, une fusion d'intérêts mutuels. Sa famille avait le prestige de l'ancien monde. Il avait le pouvoir du nouveau monde. C'était un contrat parfait, sans passion. Encore du vin, monsieur Sterling, murmura un sommelier, se matérialisant à son coude. Alexandre fit un geste dédaigneux de la main. Il était fatigué de la flagornerie, du défilé sans fin de gens qui ne le voyaient pas comme un homme, mais comme un coffre-fort ambulant. Il balaya le restaurant du regard, ses yeux passant sur les clients, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les héritières, les marchands d'art, et sentit une vague familière de détachement. C'est alors qu'il la vit. Elle débarrassait une table près de l'entrée de service, ses mouvements rapides et efficaces, mais lourds d'une fatigue qui semblait s'être installée jusqu'à ses os. Elle portait l'uniforme standard d'Aurélia, une simple robe noire, un tablier blanc amidonné et des chaussures noires pratiques. Ses cheveux blond miel étaient tirés en arrière dans une queue de cheval sévère et fonctionnelle, mais quelques mèches rebelles encadraient un visage qui le frappa comme un coup de poing. Il était plus mince, gravé de fines lignes d'inquiétude autour des yeux qui n'étaient pas là avant, mais c'était indubitablement elle. La légère courbe de son nez, la détermination de sa mâchoire. Sarah Dubois. Le nom résonna dans son esprit, un fantôme d'une autre vie. Une vie de manuels usés, de pizzas partagées dans une chambre d'étudiants exigus à la Sorbonne, et de rêves qui semblaient aussi vastes et illimités que le ciel nocturne au-dessus de Paris. Sarah, la brillante étudiante en histoire de l'art qui pouvait parler pendant des heures des coups de pinceau du Caravage. Sarah qui avait un rire qui pouvait vous faire oublier que vous étiez fauché et que vous faisiez face au partiel. Sarah, sa meilleure amie, la fille dont il avait été secrètement amoureux pendant 2 ans avant d'être transféré à HEC et de perdre rapidement contact, avalé par son ambition. Son souffle se coupa dans sa gorge. Robert parlait de projection de marché, mais le son s'estompa en un bourdonnement sourd. Alexandre ne pouvait pas la quitter des yeux. Il la regarda empiler les assiettes, son expression un masque neutre et prudent, mais il le vit. Le tressaillement de douleur lorsqu'un client arrogant claqua des doigts dans sa direction. Le soupir profond, hélas qu'elle laissa échapper quand elle pensait que personne ne regardait. Ce n'était pas possible. Sarah était destinée à de grandes choses. Elle allait devenir conservatrice d'un musée, découvrir le prochain grand artiste, vivre dans un loft à Montmartre, entourée d'art et de beauté. Elle n'était pas censée être ici, dans son monde, à débarrasser les restes de sa table. « Alexandre, vous êtes avec nous ?» demanda Chêne, une pointe d'inquiétude dans la voix. Alexandre cligna des yeux, forçant son attention à revenir à la table. « Oui, désolé. J'étais perdu dans mes pensées. » Il prit une gorgée de son Armagnac. Le feu liquide ne fit rien pour calmer la tempête dans sa poitrine. Il devait faire quelque chose. Il devait dire quelque chose. Mais quoi?
Le repas se termina, des poignées de main furent échangées. Robert et Chêne partirent, se fondant dans la lueur néon de la ville. Alexandre resta. Il dit au maître d'hôtel qu'il attendait sa voiture, mais ses yeux étaient fixés sur elle. Il la regarda encore 10 minutes, spectateur de la tragédie silencieuse de sa vie actuelle. Finalement, la voyant se diriger vers l'arrière, il se leva, son cœur battant un rythme nerveux contre ses côtes. Il l'intercepta près des portes battantes de la cuisine. « Sarah !» Elle s'arrêta, la main sur la porte. Elle se tourna lentement. Ses yeux, de la même nuance de bleu clair et intelligent dont il se souvenait, s'écarquillèrent d'incrédulité. La reconnaissance se fit jour, suivie d'une cascade complexe d'autres émotions. Le choc, la confusion, puis, indubitable et tranchante, une honte profonde et mortifiante. Elle lissa instinctivement son tablier, un geste d'une profonde vulnérabilité. Alexandre. Alexandre Sterling. Sa voix n'était qu'un murmure, rauque et incertain. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» « Je dînais, » dit-il, les mots lui semblant totalement inadéquats. « Sarah, ça fait longtemps. »« 15 ans, » compléta-t-elle, sa voix gagnant un peu de force, un peu de son ancienne franchise. Ses yeux parcoururent son costume, sa montre, mesurant le gouffre qui s'était creusé entre eux. Un mur se dressa instantanément. La serveuse vulnérable avait disparu, remplacée par une femme drapée dans une fierté rigide. « Eh bien, c'est une surprise de te voir. » La porte de la cuisine s'ouvrit et un chef bourru cria. « Dubois, la table 4 veut l'addition séparée en 3, et il se plaigne du droit de bouchon. Bouge-toi. » Elle tressaillit. « Je dois y aller, » dit-elle, son regard fuyant le sien, incapable de rencontrer la pitié qu'elle était sûre d'y trouver. « Attends, » dit Alexandre, sa main s'avançant comme pour toucher son bras. Mais il se retint. « On peut parler après ton service. » Elle eut un rire court et amer. « Parler de quoi, Alexandre ? Du bon vieux temps ? Je ne crois pas. » Elle poussa les portes sans un regard en arrière, le laissant seul dans le couloir opulent, l'odeur de parfum cher se mêlant au cliquetis lointain. De la vaisselle. Il eut l'impression que toute la structure dorée de sa vie venait de se fissurer, et à travers cette fissure, il pouvait voir un passé qu'il avait impitoyablement oublié, et une femme qu'il avait impardonnablement laissée derrière. Le trajet de retour vers son Penthouse fut un flou de lumière de la ville qui, d'habitude, le dynamisait, mais qui lui semblait maintenant vide et moqueuse. La Rolls-Royce fantôme glissait dans les rues de Paris avec un silence assourdissant. Alexandre regardait par la fenêtre, mais il ne voyait pas la tour Eiffel scintillante. Il voyait une bibliothèque universitaire exiguë. La tête de Sarah penchée sur un livre, une mèche de cheveux blonds tombant sur sa joue alors qu'elle mâchonnait le bout de son stylo. Il entendait sa voix, animée et passionnée, alors qu'elle débattait des mérites de l'impressionnisme contre l'expressionnisme. Comment cette fille, celle qui avait le feu dans l'âme, avait-elle pu finir ici, à débarrasser les tables pour des hommes comme lui? Quand il arriva à son Penthouse, un temple triplex de verre, d'acier et d'art minimaliste, le silence était encore plus profond. Il passa devant une peinture de Gerhard Richter, valant plusieurs millions d'euros sans un second regard. La vue sur le champ de Mars, un tapis scintillant d'obscurité et de lumière, n'offrait aucun réconfort. Il se versa un autre armagnac et se tint près des baies vitrées. La conversation, aussi brève fut-elle, se rejoua dans son esprit, la honte dans ses yeux, la dure coquille protectrice qu'elle avait tirée autour d'elle. Ce n'était pas seulement l'embarras d'être vue en uniforme de serveuse. C'était quelque chose de plus profond, une blessure qu'elle était déterminée à cacher. Son ambition avait été une chose vorace, dévorante. Après son transfert de la Sorbonne à HEC, il avait coupé les ponts avec son ancienne vie, la considérant comme un bagage. C'était une décision calculée, de sang-froid. Il s'était dit que c'était nécessaire pour réussir. Il avait changé de numéro, ignoré les quelques emails que Sarah avait envoyés, et plongé tête la première dans le monde impitoyable de la finance. Il s'était convaincu que regarder en arrière était un signe de faiblesse. Maintenant, cette faiblesse ressemblait davantage à une faillite morale béante. Il passa une nuit blanche, hanté par le fantôme de leur amitié. Au matin, il avait une résolution aussi d'acier que n'importe laquelle qu'il ait jamais eue pour une OPA hostile. Il n'allait pas laisser tomber. Il demanda à son assistant, un homme vif et discret nommé David, de se renseigner sur son emploi du temps. Ce fut déprimant de facilité. Elle faisait des services doubles à Aurélia 4 jours par semaine et acceptait des petits boulots de traiteur à côté. Il n'y avait aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune empreinte numérique à proprement parler. C'était comme si elle essayait d'être invisible. Il trouva également son adresse, un 5e étage sans ascenseur dans un immeuble à l'allure fatiguée du 19e arrondissement. Le contraste avec sa propre adresse de l'avenue Foch était une douleur physique dans sa poitrine.
Il décida de ne pas envoyer de voiture ou d'assistant. C'était quelque chose qu'il devait faire lui-même. 2 jours plus tard, il attendait dans sa berline, une Audi délibérément discrète, pas la Rolls, garée un peu plus loin dans la rue d'Aurélia. Il observait l'entrée du personnel alors que les derniers membres de la brigade de cuisine partaient, la fumée de leurs cigarettes s'élevant en volute dans l'air frais de la nuit. Finalement, juste après 1 heure du matin, elle sortit. Elle avait l'air encore plus fatiguée que dans le restaurant. Le masque professionnel avait disparu, remplacé par une lassitude jusqu'à l'os. Elle enfila un manteau fin autour de ses épaules et commença à marcher vers la station de métro, son pas vif et déterminé. Il arrêta la voiture à côté d'elle, la vitre électrique descendant en bourdonnant. « Sarah !» Elle sursauta, surprise, serrant son sac contre sa poitrine. Quand elle le vit, son expression se durcit. « Tu me suis, Sterling ?» L'utilisation de son nom de famille était une pique délibérée. « J'ai besoin de te parler, » dit-il, sa voix égale. « S'il te plaît, monte. Je te ramène chez toi. » Elle regarda la voiture sombre et élégante avec méfiance. « Le métro me convient très bien, merci. » Il est tard et il commence à pleuvoir. Ne sois pas têtu. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Elle hésita, regardant de son visage au ciel qui s'assombrissait, où une fine bruine commençait à tomber. Avec un soupir de résignation qui semblait porter le poids de toute sa semaine, elle fit le tour et monta sur le siège passager, fermant la portière avec un clic doux. Le cuir opulent et l'intérieur silencieux de la voiture semblaient la mettre mal à l'aise. Elle s'assit droite comme un i, son sac à main usé serré sur ses genoux comme un bouclier. Il conduisit en silence pendant quelques pâtés de maison, les essuie-glaces battant un rythme doux. « Comment vas-tu » demanda-t-il finalement, sachant à quel point la question était stupide. « Je suis serveuse dans un restaurant chic. Comment crois-tu que je vais » rétorqua-t-elle, sa voix sèche. « Passons les amabilités, Alexandre. Qu'est-ce que tu veux » La franchise était si familière qu'elle le fit presque sourire. « J'étais inquiet pour toi, » dit-il honnêtement. « Quand je t'ai vu, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. »« Et à quoi t'attendais-tu ? Que je dirigerais le Louvre maintenant ?» Elle rit, mais c'était un son cassant, malheureux. La vie ne se déroule pas toujours selon le plan quinquennal que nous avons fait à 20 ans. « Que s'est-il passé, Sarah » insista-t-il doucement. « L'art, ta passion pour ça. Tu étais brillante. » Ses jointures étaient blanches là où elle agrippait son sac. « Des choses sont arrivées. Ma mère est tombée malade. J'ai dû rentrer à la maison. Les plans ont changé. » Son ton était sec, un clair panneau, entrée interdite. Il savait qu'il tentait sa chance. Il changea d'approche. « Je veux aider. » C'était la mauvaise chose à dire. Sa tête se tourna brusquement vers lui, ses yeux bleus lançant des éclairs de ce feu dont il se souvenait si bien. « Aider. Tu veux aider ?» Elle cracha le mot comme si c'était du poison. « Je ne veux pas de ta charité, Alexandre. Je n'ai pas besoin qu'un milliardaire débarque et répare ma vie parce qu'il ressent une pointe de culpabilité pour avoir disparu pendant 15 ans. » « Ce n'est pas de la culpabilité, » mentit-il. Bien que ce soit en partie vrai, c'était plus que ça. C'est « j'ai vu mon amie et elle avait l'air de souffrir. » C'est tout. « Ton amie » se moqua-t-elle. « Les amis ne disparaissent pas comme ça, Alexandre. Ils n'arrêtent pas de répondre aux emails. Ils ne cessent pas simplement d'exister. Tu as fait ton choix il y a longtemps. Tu as choisi ça. » Elle fit un geste vague englobant la voiture de luxe, la ville qu'il possédait, au-dessus de tout le reste. « Alors tu peux garder ta pitié et ton argent. Je me débrouille très bien toute seule. » Il s'arrêta devant son immeuble. Il était encore plus délabré qu'il ne l'avait imaginé, avec des graffitis sur le mur adjacent et une lumière vacillante au-dessus de l'entrée. La vue de cet endroit renforça sa résolution. « Je ne vais pas simplement tourner les talons, Sarah. »« Si, tu vas le faire, » dit-elle, sa voix dangereusement calme. Elle ouvrit la portière, laissant entrer l'air humide de la nuit. « Tu es un expert en la matière. » Elle sortit et claqua la portière, sans se retourner alors qu'elle disparaissait dans le bâtiment. Alexandre resta assis là pendant un long moment, le moteur bourdonnant doucement, la pluie tombant maintenant à verse. Il venait d'essayer de conclure la plus grosse affaire de sa vie, et avait été brutalement, sans équivoque, rejeté. Et pour la première fois, il réalisa que ce n'était pas un problème que l'argent pouvait résoudre. Cela nécessiterait quelque chose qu'il n'avait pas utilisé depuis très, très longtemps, son cœur. Le monde d'Alexandre fonctionnait sur un principe simple. Identifier un problème, formuler une stratégie, exécuter. Le rejet n'était qu'un obstacle temporaire nécessitant un nouvel angle d'attaque. La fierté de Sarah était une forteresse,
et son assaut direct avec une offre d'aide avait été un échec catastrophique. Il avait besoin d'un cheval de Troie. Il passa la journée suivante non pas à son bureau, mais dans sa bibliothèque privée, une pièce qu'il utilisait rarement. Il demanda à David de rassembler toutes les informations possibles sur la scène artistique contemporaine parisienne. Vernissage de galeries, profil d'artistes, tendance du marché. Il ne faisait pas que survoler. Il étudiait, essayant de se souvenir du langage qu'elle parlait, du monde qui avait été son rêve. Au cours de ce processus, il tomba sur un vieux dossier numérique sur un disque de sauvegarde intitulé « Université ». Il l'ouvrit. Il y avait des dizaines de photos de lui et de Sarah, riant autour de bières bon marché, posant stupidement devant les monuments du campus, un cliché qu'il avait pris d'elle dans l'atelier d'art, complètement absorbé, une tache de fusain sur la joue. Les regarder, c'était comme regarder un homme différent. Un homme qui souriait sans calcul, dont les yeux n'étaient pas assombris par le poids d'un empire corporatif. Puis il le trouva. Une courte vidéo de leur exposition d'art de 2e année. Sarah se tenait à côté d'une grande toile abstraite et vibrante qu'elle avait peinte. C'était une débauche de couleurs et d'émotions, audacieuse et pleine de vie. Même sur l'enregistrement granuleux, sa passion était palpable alors qu'elle expliquait sa technique à un professeur. C'est sur la tension entre la structure et le chaos, disait-elle, ses mains bougeant en même temps qu'elle parlait. Comment les choses qui nous lient peuvent aussi être la source de notre plus grande liberté. Une idée commença à se former. Elle était audacieuse, risquée, et pouvait facilement lui exploser au visage. Elle était parfaite. La Fondation Sterling, le bras philanthropique de son entreprise, était sur le point d'ouvrir un nouveau siège dans un magnifique bâtiment moderne du centre-ville. Le hall d'entrée était un vaste espace minimaliste de marbre blanc et de verre, avec un immense mur vide désigné pour une œuvre d'art signature. Le conseil d'administration l'avait pressé de commander une œuvre à un artiste de renom comme Pierre Soulages ou Daniel Buren. Un choix sûr, prévisible, qui signalerait leur statut culturel. Alexandre convoqua une réunion d'urgence. « Nous changeons de direction pour la commande du hall », annonça-t-il au conseil de la Fondation surpris. « Nous n'allons pas choisir un nom établi. Nous allons commander une œuvre à un artiste local émerge, quelqu'un avec un talent brut qui a besoin d'une plateforme. » Les membres du conseil échangèrent des regards nerveux. « Alexandre, » dit un homme plus âgé nommé Philippe Moreau, « nos donateurs s'attendent à un certain calibre. Un artiste inconnu est un risque important pour notre image de marque. » « Notre image de marque, c'est l'innovation, » rétorqua Alexandre, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « C'est trouver du potentiel là où les autres n'en voient pas. C'est parfaitement en phase avec notre marque. Nous présenterons cela comme un concours, une recherche à l'échelle de la ville. Mais j'ai déjà une candidate que je veux personnellement inviter à soumettre une proposition. » Il savait qu'il leur forçait la main, utilisant son pouvoir d'une manière qu'il réservait habituellement aux OPA hostiles, mais il s'en moquait. Ce soir-là, il n'alla pas à l'appartement de Sarah ni n'attendit devant son travail. Au lieu de cela, il envoya un coursier professionnel à sa porte. À l'intérieur du portfolio élégant, il n'y avait pas de chèque ni de lettre de pitié, mais une demande de proposition officielle et gaufrée de la Fondation Sterling. Elle détaillait le projet, une commande à grande échelle pour le hall de leur nouveau siège. Elle décrivait le thème « L'intersection de la technologie et de l'humanité » et spécifiait la généreuse bourse d'artistes, le budget matériel et les honoraires d'acquisition finaux qui s'élevaient à une somme à 6 chiffres qui pouvait changer une vie. À l'intérieur se trouvait une simple note manuscrite sur son papier à en-tête personnelle. « Sarah, ce n'est pas de la charité. C'est du travail. J'ai vu ton travail une fois, il y a longtemps, et je ne l'ai jamais oublié. Je crois que le talent est toujours là. La Fondation recherche une voix unique. Et j'ai pensé à toi. Que tu soumettes une proposition ou non est entièrement ta décision. Elle sera jugée sur ses mérites par le comité d'acquisition, comme toutes les autres soumissions. Quoi qu'il en soit, je serais honoré que tu y réfléchisses. Alexandre. » Il l'avait délibérément rendu impersonnel, professionnel. Il avait inclus le détail sur le comité, qu'il contrôlait, pour donner à sa fierté un bouclier. Elle pouvait voir cela non pas comme une aumône de sa part, mais comme une opportunité professionnelle légitime. Pendant 2 jours, il n'entendit rien. Le silence était angoissant. Il se surprit à vérifier constamment son téléphone, un tic nerveux qu'il n'avait pas eu depuis sa première offre hostile des années auparavant. Camille, sa fiancée, remarqua sa distraction lors d'un rare dîner ensemble. « Tu es à des millions de kilomètres toute la semaine, chérie, » dit-elle en tapotant sa flûte de champagne avec un doigt parfaitement manucuré. « Le projet Helios a des problèmes. »« Non, tout va bien, » répondit-il, poussant un morceau de risotto à la truffe dans son assiette. « Eh bien, tu devrais sortir de ta grotte. Le vernissage de la galerie Van de Velde est demain soir.
Tout le monde y sera. Nous devons être vus. Elle sourit, un geste éblouissant et vide. Juste au moment où il était sur le point de perdre espoir, un email arriva. L'expéditeur était simplement S. Dubois. Le corps de l'email était bref et direct. Objet. Proposition de commande Fondation Sterling. Monsieur Sterling, j'ai examiné la demande de proposition. Je suis intéressé. Veuillez me transmettre les directives de soumission complète et la date limite. Cordialement, Sarah Dubois. Alexandre lut l'email 3 fois. Monsieur Sterling. La formalité était une armure, mais elle n'avait pas dit non. Elle n'avait pas déchiré la proposition. Elle avait fait le premier pas. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, un véritable sourire non calculé s'étalant sur son visage pour la première fois depuis des années. Le cheval de Troie était à l'intérieur des portes. Maintenant, il devait juste espérer qu'il ne serait pas vu comme une déclaration de guerre. L'acceptation de Sarah fut le début d'une danse délicate et fragile. Elle quitta son travail à Aurélia presque immédiatement, un geste qui en dit plus à Alexandre sur son désespoir et son espoir que n'importe quelle conversation n'aurait pu le faire. Il s'arrangea pour que la bourse d'artiste soit versée en avance, en la faisant passer par le système de paiement anonyme de la Fondation, afin qu'elle n'ait pas l'impression que cela venait directement de lui. Il savait qu'elle en aurait besoin pour le loyer et le matériel. Il communiquait strictement par email formel entre elle et l'agent de liaison du comité artistique de la Fondation, un rôle que David, son assistant, jouait désormais avec expertise. Sarah soumit une proposition éblouissante, un concept pour un triptyque massif qui utiliserait des couches de peinture à l'huile traditionnelle combinées à des fibres optiques subtilement lumineuses intégrées, représentant le choc et l'harmonie entre le toucher humain et le code numérique. C'était brillant, réfléchi, et exactement ce dont l'espace avait besoin. Le comité l'approuva à l'unanimité. Alexandre s'arrangea pour qu'elle ait accès à un grand studio ensoleillé dans un immeuble que sa société possédait dans le Marais, lui disant que cela faisait partie du soutien de la Fondation à l'artiste commandité. La première fois qu'il alla la voir là-bas, sous le prétexte d'un suivi de projet formel, il la trouva transformée. Elle n'était plus la serveuse lasse. Vêtue d'un jean éclaboussé de peinture et d'un vieux t-shirt, les cheveux relevés en un chignon désordonné et une traînée de bleu cobalt sur la joue, elle était vibrante. Elle était dans son élément, entourée de toiles massives, de croquis, et de l'odeur nette et propre de la térébenthine et des peintures à l'huile. Le feu qu'il se rappelait était de retour dans ses yeux. L'échelle est ambitieuse, dit-il en regardant les 3 énormes toiles qui dominaient la pièce. Le thème est ambitieux, rétorqua-t-elle, sans sourciller. Elle lui fit parcourir ses croquis, sa voix retrouvant son ancienne passion. Elle parla de lumière et d'ombre, de la perfection froide des algorithmes et du chaos désordonné et magnifique de la création humaine. Il se surprit à l'écouter, vraiment l'écouter, d'une manière qu'il ne l'avait fait avec personne depuis des années. Les murs de la formalité commencèrent à s'effriter lentement. Ils commencèrent à parler du bon vieux temps, timidement au début, puis avec plus d'aisance. Ils rirent d'un terrible professeur de philosophie qu'ils avaient tous les deux eu. Il lui rappela la fois où elle avait essayé de se teindre les cheveux en violet et qu'ils avaient viré au vert marécageux. Elle lui rappela son obsession pour un terrible groupe de rock indépendant obscur. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vu au restaurant, ils étaient de nouveau juste Alexandre et Sarah. Cette reconnexion timide ne passait pas inaperçue. Camille de Rochefort n'était pas idiote. Elle avait bâti sa vie sur l'observation des subtils changements de pouvoir et d'attention au sein de l'élite. Elle remarqua les fréquentes réunions d'Alexandre dans le Marais, son humeur améliorée, et la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il mentionnait le projet artistique de la Fondation. Sa jalousie, froide et acérée, fut piquée au vif. Utilisant ses relations sociales, il lui fallut moins d'une journée pour découvrir le nom de l'artiste émergente. Une vérification rapide et discrète de ses antécédents révéla l'emploi récent de Sarah à Aurélia et son adresse délabrée dans le 19e arrondissement. Pour Camille, ce n'était pas une histoire de seconde chance. C'était l'histoire d'une croqueuse de diamants. Elle décida de rendre visite elle-même au studio. Elle arriva un après-midi, vêtue d'un tailleur Chanel tout droit sorti d'un défilé et de talons loup-boutin incroyablement hauts qui claquaient de manière menaçante sur le sol en béton. « Alors c'est ça, l'atelier », dit Camille, sa voix dégoulinant de condescendance alors qu'elle examinait le chaos créatif. Elle regarda Sarah, observant ses vêtements tachés de peinture avec une expression de dégoût. « Vous devez être Sarah. Je suis Camille de Rochefort, la fiancée d'Alexandre. » Elle insista sur le mot « fiancée », le laissant flotter dans l'air comme une déclaration de propriété. Sarah, prise au dépourvu, s'essuya les mains sur un chiffon. « Enchantée de vous rencontrer. J'étais si intrigué quand Alexandre m'a parlé de ce petit projet, » continua Camille, tournant autour d'une des toiles. « C'est très noble de sa part, vraiment, de donner sa chance à quelqu'un avec votre parcours.
Ce doit être un sacré changement après avoir servi d'étable. La pique atteignit sa cible. Le dos de Sarah se raidit. Mon parcours est dans les beaux-arts, mademoiselle de Rochefort. C'est pour ça que la fondation m'a engagé. Bien sûr, dit Camille avec un sourire mielleux. Alexandre est si généreux. Il a un faible pour les âmes en peine. Il faut juste faire attention à ne pas prendre sa gentillesse pour quelque chose de plus. C'est un homme très occupé avec des responsabilités très importantes. Ce projet est une charmante diversion pour lui, mais une diversion néanmoins. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez de fausses idées. La menace était voilée, mais claire. Sarah sentit une froide appréhension se mêler à une bouffée de colère. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, les yeux de Camille se posèrent sur une série de croquis préliminaires au fusain épinglés sur un panneau de liège. Parmi eux se trouvaient plusieurs portraits expressifs d'Alexandre que Sarah avait esquissés de mémoire, essayant de capturer l'homme qu'il était maintenant par rapport au garçon qu'il avait été. Le sourire de Camille se crispa. Quelle intimité! Vous avez vraiment saisi sa ressemblance. Elle se tourna pour partir, son poing ayant été marqué. Je suis sûr que l'œuvre finie sera adéquate. Essayez de ne pas le décevoir. La visite laissa un résidu toxique dans l'air. Les anciennes insécurités de Sarah, celles qui lui disaient qu'elle n'était pas assez bien, que tout cela n'était qu'un coup de chance, revinrent en force. Elle sentit le gouffre entre son monde et celui d'Alexandre se creuser à nouveau. La situation se compliqua davantage une semaine plus tard avec l'arrivée d'un autre fantôme de son passé, son ex-petit ami, Marc Renaud. Il était la raison pour laquelle sa première tentative d'ouvrir une petite galerie d'art avait échoué de manière spectaculaire des années auparavant. Il avait été son partenaire commercial, mais il avait truqué les comptes, vidant leurs fonds pour financer une dépendance au jeu. Quand tout s'était effondré, il avait disparu, la laissant avec des dettes paralysantes et un cœur brisé. C'était le coup de grâce après la mort de sa mère, celui qui l'avait fait sombrer dans l'existence anonyme et précaire dans laquelle Alexandre l'avait trouvé. Il apparut devant son appartement un soir, l'air plus lisse qu'elle ne s'en souvenait, mais avec les mêmes yeux désespérés et fuyants. « Sarah, ma belle, tu es magnifique », dit-il en essayant un sourire charmeur. « J'ai entendu dire que tu étais retombée sur tes pieds. Une grosse commande artistique. Je savais que tu avais ça en toi. »« Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» demanda-t-elle, sa voix plate et froide. « J'ai quelques petits ennuis, » admit-il en laissant tomber la comédie. « Rien que je ne puisse gérer. J'ai juste besoin d'un petit prêt pour me remettre sur pied. Pour le bon vieux temps. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce que tu as fait, c'est me ruiner, dit-elle, sa voix tremblant d'une fureur réprimée. Ses yeux se rétrécirent. Je vois que tu fréquentes ce milliardaire, Sterling. Un type comme lui, il ne voudrait pas que les gens fouillent dans le passé, n'est-ce pas? Entendre parler de l'histoire désordonnée et de la faillite de son nouveau projet de cœur. Ce serait dommage que les tabloïds reçoivent un appel. Sarah le regarda, horrifiée. Il la menaçait, utilisant son passé comme une arme et le nom d'Alexandre comme un levier. Elle se tenait à un carrefour. D'un côté, il y avait le brillant avenir qu'Alexandre lui avait offert, un avenir d'art et de rédemption. De l'autre, les démons de son passé, incarnés par une fiancée manipulatrice et un ex-maître chanteur, tous deux déterminés à la ramener dans les ténèbres. La belle toile de sa nouvelle vie avait soudain deux fissures très profondes et très laides. La pression commença à monter. Les menaces voilées de Marc devinrent plus fréquentes, une série de SMS insistants et d'apparitions troublantes près de son studio. Simultanément, la guerre psychologique de Camille s'intensifia. Elle s'arrangeait pour qu'Alexandre soit emmené à un gala de dernière minute ou à un week-end à Deauville, juste au moment où il avait prévu de visiter le studio, envoyant à Sarah des messages polis et assassins comme « Tellement désolé, Alexandre a été réquisitionné pour quelque chose de terriblement important. Nous devrons reporter sa petite visite artistique. » Sarah déversait toute son anxiété et sa frustration dans la peinture. L'œuvre devenait un chef-d'œuvre, une fusion époustouflante de couleurs, de lumière et de technologie. Le panneau central, représentant l'humanité, était une nébuleuse tourbillonnante d'huile riche, de cramoisi profond, d'or et de bleu qui semblait vivant, émotionnel et profondément personnel. C'était le meilleur travail qu'elle ait jamais fait. Le projet était son salut, et elle refusait de laisser quiconque le démolir. Elle finit par dire à Marc d'aller se faire voir, menaçant d'aller à la police. Cela le rendit furieux. Il voyait son gagne-pain lui échapper. Camille, pendant ce temps, devenait désespérée. Elle voyait le lien authentique qui se formait entre Alexandre et Sarah, une compréhension silencieuse qu'elle, avec tout son vernis social, ne pourrait jamais espérer reproduire. Alexandre était différent quand il parlait de Sarah. Il était plus léger, plus authentique. Pour Camille, il ne s'agissait pas seulement de perdre un fiancé. Il s'agissait de perdre une dynastie.
Elle décida qu'il était temps pour une solution finale de la terre brûlée. Elle devait détruire non seulement la relation de Sarah avec Alexandre, mais aussi sa crédibilité et son article. Elle passa 2 appels. Le premier fut pour un agent de sécurité mécontent de l'immeuble du studio, dont elle savait qu'il avait une dent contre la direction. Un virement de 20 000 € assura son silence et son aveuglement pour une fenêtre de 10 minutes. Le second appel fut pour Marc Renaud. Elle avait demandé à son détective privé de trouver des informations sur lui. Il était le pion parfait, avide, désespéré, et avec un mobile préexistant pour nuire à Sarah. « Monsieur Renaud, dit-elle, sa voix douce comme de la soie au téléphone. Je crois que nous avons une connaissance commune en la personne de mademoiselle Sarah Dubois. Je comprends qu'elle n'a pas été très coopérative. Je suis prête à vous offrir une somme d'argent qui résoudrait vos difficultés financières actuelles. En échange, j'ai besoin d'une petite faveur. » Le plan était cruel dans sa simplicité. Le grand dévoilement du triptyque était prévu pour la soirée du gala de charité annuel de la Fondation Sterling. Les personnes les plus puissantes et influentes de la ville seraient présentes. C'était censé être le retour triomphal de Sarah dans le monde de l'art. 2 nuits avant le gala, le plan fut mis à exécution. À la faveur de l'obscurité, Marc, grassement payé par Camille, se glissa dans le studio. Il n'était pas là pour voler quoi que ce soit. Il avait une instruction simple et brutale. Il prit une boîte de diluant à peinture industrielle et un chiffon. Il s'approcha du magnifique panneau central du triptyque, le cœur de l'œuvre. Avec des gestes vicieux et délibérés, il étala le solvant sur la toile. Les huiles vibrantes, des mois de travail minutieux, se dissolvirent en une coulée grotesque et pleurante. Le cœur de la peinture était irrévocablement détruit. Il prit ensuite un petit couteau à palette distinctif, l'un des favoris de Sarah, et le laissa tomber sur le sol à proximité. Il partit aussi silencieusement qu'il était venu. Le lendemain matin, Sarah arriva au studio pour apporter les dernières touches à son travail. Le cri qui s'échappa de sa gorge fut un cri d'agonie pure et animale. Son chef-d'œuvre, son âme sur toile, était mutilé. Le gérant de l'immeuble appela Alexandre, qui arriva en quelques minutes, le visage pâle de choc. Il vit la dévastation, puis il vit Sarah, à genoux devant la peinture en ruine, sanglotant de manière incontrôlable. Et puis Camille arriva, un masque de préoccupation parfaite et répété sur le visage. « Oh mon Dieu, chérie, que s'est-il passé » Alta-t-elle. « C'est détruit, » dit Alexandre, sa voix tendue de rage. « Quelqu'un est entré par effraction. La sécurité n'a rien enregistré, pas d'image. »« Cassé, » dit Camille, les yeux grands ouverts. Elle fit le tour de la scène avec précaution, son regard se posant sur le couteau à palette au sol. Ou peut-être que c'est un travail de l'intérieur. Elle regarda de la peinture à Alexandre. « Chérie, je ne veux pas dire ça, mais as-tu envisagé Sarah elle-même » Alexandre la dévisagea. « De quoi parles-tu ? Pourquoi détruirait-elle son propre travail ?»« L'assurance, » suggéra Camille, sa voix un murmure empoisonné. « Les honoraires d'acquisition sont importants, mais la police d'assurance sur l'œuvre est pour le double de sa valeur, pour tenir compte du potentiel du marché. J'ai vu les papiers. Et pense à la publicité. L'artiste torturé, incapable de supporter la pression, détruit son propre chef-d'œuvre. C'est une histoire tragique et romantique. Ça la rendrait célèbre du jour au lendemain. »« C'est insensé, » claqua Alexandre. « Vraiment ?» insista Camille, sa voix pleine d'une fausse sympathie. « Je sais que tu veux voir le meilleur en elle, Alexandre. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Les gens avec autant de dettes, ils deviennent désespérés. » Elle asséna ensuite le coup de grâce. J'ai découvert que son ex-petite amie traînait dans les parages. Un joueur avec une sale réputation nommé Marc Renaud. Peut-être qu'ils ont monté ça ensemble. Une arnaque à l'assurance classique. Camille avait bien fait ses devoirs. La graine du doute, plantée dans le sol fertile des difficultés financières connues de Sarah et de la réapparition de Marc, commença à prendre racine. Alexandre regarda Sarah, qui le fixait maintenant, son visage strié de larmes, un mélange de chagrin et d'incrédulité face à l'accusation de Camille. Il était déchiré. Son cerveau logique, évaluateur de risque, tournait à plein régime, traitant les données que Camille lui fournissait. Les gens désespérés faisaient des choses désespérées. Il le voyait dans ses affaires tous les jours. « Sarah, » dit-il, sa voix tendue. « Y a-t-il une seule raison pour laquelle tu ferais ça ?» La question, la légère hésitation dans sa voix, l'éclair de doute dans ses yeux, c'était plus douloureux que la peinture en ruine. C'était une trahison complète. Elle avait pensé qu'il la voyait, la vraie elle, mais à la fin, il était comme tous les autres. Il voyait la pauvre ex-serveuse, le cas de charité.
Elle se releva lentement, ses larmes s'arrêtant alors qu'une colère froide et dure les remplaçait. « Tu as vraiment besoin de me demander ça ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant de douleur. « Après tout ça ?» Il ne répondit pas, son visage un masque de conflit. C'en était assez. « Sortez, dit-elle, sa voix s'élevant. Tous les deux, sortez de mon studio. Sortez de ma vie. » Elle leur tourna le dos, incapable de regarder l'homme qui lui avait donné une seconde chance, seulement pour la lui arracher au moment le plus critique. Alexandre resta là, figé, tandis que Camille lui prenait doucement le bras. « Viens, chérie, » murmura-t-elle. « Allons-y. » Elle est hystérique. Alors qu'elle l'emmenait, elle jeta un unique regard triomphant par-dessus son épaule au dos tremblant de Sarah. La toile était en ruine. L'artiste était brisé. La victoire était sienne. Alexandre quitta le studio en se sentant vidé. La logique de Camille avait été insidieuse et convaincante, jouant sur chaque instinct cynique qu'il avait affiné dans le monde des affaires. Mais, voir le regard brut et anéanti dans les yeux de Sarah, cela ne correspondait pas au profil d'une fraudeuse rusée. C'était le regard d'une perte authentique et déchirante. La dissonance le tourmentait. De retour dans son Penthouse, Camille jouait à la perfection le rôle de la fiancée compréhensive, lui versant un verre, sa main douce sur son bras. « Je sais que c'est difficile, Alexandre. Tu as tellement investi en elle. C'est vraiment dommage qu'elle se soit révélée être une telle déception. Mais sa performance était un peu trop parfaite. » Un petit détail lancinant refit surface dans la mémoire d'Alexandre. Quand Camille avait mentionné la police d'assurance, elle avait cité sa valeur exacte par rapport aux honoraires d'acquisition. Cette police était une partie confidentielle du contrat de la Fondation, connue seulement de lui, de l'équipe juridique de la Fondation et de Sarah. Comment Camille pouvait-elle connaître ce détail spécifique? Il l'écarta comme une supposition chanceuse. Mais la graine de son propre doute avait été plantée. Le lendemain matin, il appela David, son assistant hyper efficace, dans son bureau. David était avec lui depuis des années et possédait une intelligence calme et perspicace en laquelle Alexandre avait une confiance implicite. « David, je veux que vous fassiez une enquête approfondie sur Camille de Rochefort, » dit Alexandre, sa voix basse. « Tout. Finance, relevé téléphonique, association. Je veux savoir à qui elle a parlé depuis un mois. Et soyez discret. » David, qui avait toujours nourri une aversion discrète pour la superficielle Camille, hocha simplement la tête. « Considérez que c'est fait, monsieur. » Pendant que David commençait son excavation numérique, Alexandre fit la sienne. Il ne pouvait pas se défaire de l'image de la peinture en ruine. C'était plus que du vandalisme. C'était personnel. Les dommages étaient ciblés, concentrés sur la partie la plus émotionnelle, la plus humaine de l'œuvre. C'était un acte de meurtre symbolique. Il retourna au studio, qui était maintenant scellé comme une scène de crime potentiel. Il convainquit le gérant de l'immeuble de le laisser examiner lui-même les registres de sécurité. Comme l'avait dit Camille, la caméra surplombant le couloir devant le studio de Sarah avait mal fonctionné pendant une fenêtre de 10 minutes entre 2h05 et 2h15 du matin. Trop pratique. Il consulta les registres de l'entrée principale de l'immeuble. Là, il le trouva. À 1h50, un homme en casquette de baseball, le visage dissimulé, était entré. Il était parti à 2h25. Ce n'était pas grand-chose, mais Alexandre croisa ensuite ces informations avec les registres de l'ascenseur de service. Une utilisation non programmée avait été enregistrée à 1h55 pour monter et de nouveau à 2h20 pour descendre. L'ascenseur se trouvait dans un angle mort des caméras du hall. C'était une entrée et une sortie professionnelle, pas le travail d'une artiste hystérique. Pendant ce temps, Sarah était dans son propre enfer personnel. L'accusation, en plus de la destruction de son œuvre, l'avait plongée dans une spirale de désespoir. Elle emballait ses quelques affaires dans des cartons, prête à retourner dans le trou anonyme où elle se trouvait avant qu'Alexandre ne la trouve. Puis son téléphone vibra. C'était un SMS de Marc. « J'ai entendu parler de l'accident. Dommage. Mon offre d'aide financière tient toujours. Je parie que Sterling en a fini avec toi maintenant. Tu as besoin de moi. » L'audace pure de ce message fit craquer quelque chose en elle. Le chagrin et la douleur se fondirent en une rage blanche et brûlante. Elle n'était plus cette fille brisée. Les derniers mois à redécouvrir son art et sa force l'avaient changée. Elle tapa une réponse. « Retrouve-moi au café du coin dans 1 heure. Nous devons parler de ton offre. » Elle mit son téléphone en mode enregistrement vocal et le glissa dans la poche de sa veste avant de partir. Au même moment, David entra dans le bureau d'Alexandre et posa un mince dossier sur son bureau. « Vous aviez raison d'être méfiant, monsieur. » À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires et téléphoniques.
Un virement de 20 000 € d'un compte offshore appartenant à Camille à l'agent de sécurité qui était de service la nuit du vandalisme. Un autre virement plus important, de 50 000 €, effectué le matin après l'incident, sur un compte appartenant à un certain Marc Renaud. Et les relevés téléphoniques, de multiples appels entre Camille et Marc dans les jours précédant l'attaque. Tout était là, un schéma clair et net de tromperie et de conspiration. La trahison était si froide et calculée qu'elle glaça le sang d'Alexandre. Dans un petit café miteux du 19e arrondissement, Sarah était assise en face de Marc. « Alors » commença-t-il d'un air suffisant, prêt à être raisonnable. « Je veux savoir qui t'a engagé, Marc, » dit-elle, sa voix calme et posée. « De quoi parles-tu » se moqua-t-il. « Pour détruire ma peinture. »« Qui t'a payé » insista-t-elle. « Ça devait être quelqu'un qui voulait me blesser et blesser Alexandre. Quelqu'un qui te connaissait. C'était sa fiancée, n'est-ce pas ? Camille. » L'expression suffisante de Marc vacilla. « Tu es folle. » »« Le suis-je » Sarah se pencha en avant. « Laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer. Je prends cet enregistrement, » elle tapota sa poche, « et les SMS de menaces que tu m'as envoyés. Et je vais à la police. Ensuite, je vais voir Alexandre Sterling. Tu penses que sa fiancée, avec sa réputation dans la haute société, va protéger un joueur minable comme toi quand tu peux l'entraîner dans ta chute ? Elle te laissera tomber et te jettera au loup. Tu feras face à des accusations d'extorsion et de destruction de biens. Mais si tu me dis tout maintenant, peut-être que je n'irai voir qu'Alexandre. Peut-être qu'on laissera la police en dehors de ça. » Elle bluffait, mais sa voix était d'acier pur. Marc la regarda, voyant vraiment la femme forte et intelligente qu'elle était devenue. Il vit le piège dans lequel il se trouvait, et il craqua complètement. Alors que Marc commençait à avouer, Alexandre était déjà en mouvement. Il tenait le dossier de David dans sa main, ses jointures blanches. C'était un homme qui détestait être manipulé, et Camille venait de commettre la plus grosse erreur de calcul de sa vie. Il se dirigeait vers une confrontation, mais ce n'était pas avec Sarah. C'était avec sa fiancée. L'heure des comptes avait sonné. Le gala de la Fondation Sterling battait son plein. La grande salle de bal de l'hôtel de Crillon était un spectacle scintillant d'anciennes fortunes et de nouveaux pouvoirs. Des hommes en smoking et des femmes en robe de haute couture se mêlaient sous des lustres colossaux, leur rire tintant comme des carillons. Camille de Rochefort était dans son élément, une reine radieuse tenant sa cour. Elle portait une superbe robe Dior rouge sang, un collier de diamants scintillant à son cou. Elle acceptait les compliments sur son assurance, sa beauté, son goût impeccable. Pour tous les présents, elle était la partenaire parfaite et inébranlable du redoutable Alexandre Sterling. Alexandre arriva en retard. Il se déplaça à travers la foule avec un calme glacial et prédateur. Il ignora les salutations, ses yeux fixés sur Camille. Quand il l'atteignit, il ne l'embrassa pas sur la joue. Il dit simplement « Nous devons parler. Maintenant. » Il la conduisit non pas dans un coin tranquille, mais sur la petite scène surélevée à l'avant de la salle, où l'orchestre venait de prendre une pause. La vue des deux sur scène, à l'écart des festivités, attira l'attention de la salle. Un silence commença à tomber. « Qu'est-ce que c'est, Alexandre » siffla Camille, son sourire vacillant alors qu'elle sentait les yeux de la société parisienne sur eux. « Tu fais une scène. »« Vraiment » dit-il, sa voix dangereusement basse mais portant dans le silence soudain. Il leva son téléphone et une voix emplit la salle de bal. La voix de Marc Renaud, grêle et pathétique, provenant de l'enregistrement que Sarah avait fait. « Elle m'a payé. Camille de Rochefort. Elle a dit de faire en sorte que ça ait l'air mauvais, de ruiner la peinture et de faire passer Sarah pour instable. Elle a viré l'argent juste après. » Un murmure collectif parcourut la salle. Le visage de Camille passa de pâle à cendré. La couleur quitta ses joues, la laissant aussi blanche que les nappes. « Alexandre, non » plaida-t-elle, sa voix un murmure désespéré. « C'est un mensonge. C'est un criminel. »« Est-ce que ceci est un mensonge ?» continua Alexandre, sa voix résonnant maintenant d'une fureur froide, alors qu'il brandissait une impression du virement de son compte offshore. « Et ça ?» Il brandit le relevé de ses paiements à l'agent de sécurité. « Tu n'as pas seulement essayé de piéger une femme innocente. Tu as utilisé le nom de la Fondation Sterling pour le faire. Tu as essayé de saboter un projet destiné à élever une artiste, tout ça à cause de ta jalousie pathétique et avide. » Il se tourna pour faire face à la foule stupéfaite et silencieuse. Le dévoilement de notre œuvre commandée était censé avoir lieu ce soir. Cela ne sera pas possible, car l'œuvre a été malicieusement détruite. Cependant, le but de cette fondation est de lutter contre ce genre d'obscurité et de cynisme. Il regarda de nouveau Camille, ses yeux remplis d'un mépris total. « Nos fiançailles sont rompues.
Ma sécurité va vous escorter à la sortie. » Humiliée, exposée et totalement vaincue, Camille fut emmenée, les chuchotements de l'élite de la ville la suivant comme un chant funèbre. Son règne social était terminé. Alexandre quitta le gala sans un mot de plus. Il conduisit lui-même, non pas vers son Penthouse, mais vers le 19e arrondissement. Il trouva Sarah dans son appartement, à moitié rempli de cartons. Elle avait l'enregistrement sauvegardé, mais n'avait pas su quoi en faire, se sentant encore trop abattue pour se battre. Il se tenait sur le seuil de son petit salon clairsemé, semblant totalement déplacé dans son smoking. Il n'offrit pas d'excuses. Il n'offrit pas de pitié. Il déposa simplement la vérité à ses pieds. « J'ai les aveux », dit-il en tendant un dossier avec toutes les preuves qu'il avait recueillies. « J'ai les relevés bancaires. Je sais tout. Et je suis tellement désolé, Sarah. Je suis désolé d'avoir jamais douté de toi, même une seconde. Tu étais mon ami et je t'ai laissé tomber. J'étais tellement obsédé par la recherche de complots et de trahisons que je n'ai pas pu voir la vérité juste devant moi. » Sarah regarda le dossier, puis son visage. Elle ne vit aucune arrogance, aucune pitié. Elle ne vit qu'un regret profond et sincère. Elle vit l'Alexandre qu'elle avait connu, le garçon qui croyait en des choses, caché sous le milliardaire. « Et maintenant » demanda-t-elle, sa voix calme. « Maintenant, » dit-il en entrant dans l'appartement, « nous réparons ça. Mon équipe juridique s'occupera de Marc. Camille est déjà de l'histoire ancienne. Mais l'art, c'est à nous de jouer. » Il regarda les cartons à moitié faits. « Ne fais pas ça. Ne disparais pas. S'il te plaît. Reconstruisons-le. Mieux, plus fort. » Elle le regarda, un long regard scrutateur. Et puis, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle esquissa un petit sourire sincère. « Je vais avoir besoin de beaucoup plus de peinture. » Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. L'histoire du complot de Camille et de l'exonération de Sarah devint un scandale mineur dans le monde de l'art, ce qui ne fit qu'accroître l'anticipation pour la véritable œuvre. Alexandre donna à Sarah un nouveau studio, plus grand, et un budget illimité. Mais plus que ça, il lui donna de son temps. Il était là, non pas comme un mécène, mais comme un partenaire. Il lui apportait du café, l'écoutait parler de sa vision pendant des heures, et s'asseyait tranquillement pour la regarder travailler, fascinée. Elle décida de ne pas reproduire le triptyque détruit. Au lieu de cela, elle créa quelque chose de nouveau, quelque chose né du feu. La nouvelle pièce était plus audacieuse, plus provocante. En son centre, là où se trouvait la vilaine tache de solvant, elle incorpora une technique japonaise de kintsugi, remplissant les cicatrices de la toile avec des veines d'or fondues, faisant du point de dommage la partie la plus belle et la plus forte de l'œuvre. 6 mois plus tard, lors d'un événement spécialement organisé, le tableau fut enfin dévoilé. C'était plus qu'un chef-d'œuvre, c'était une déclaration de résilience. Le monde de l'art était en extase. Les critiques l'encensèrent. Les musées firent des offres. Sarah Dubois n'était plus une artiste émergente. Elle était arrivée. Une fois la foule dispersée, Alexandre et Sarah restèrent seuls dans le hall, regardant l'œuvre magnifique qui brillait sur le mur. « Tu sais, » dit Sarah en se tournant vers lui, « pendant 15 ans, j'ai pensé à toi et j'ai ressenti de la colère. En colère que tu sois parti. En colère que tu aies réussi alors que j'échouais. J'étais un idiot, dit-il, ses yeux sur elle. J'ai passé tout ce temps à construire un empire, et j'ai failli manquer la seule chose qui ait jamais eu une vraie valeur. Il n'est pas trop tard, murmura-t-elle. Il tendit la main et prit la sienne. Ce n'était pas la main d'un milliardaire prenant en pitié une serveuse. C'était la main d'un homme qui avait enfin retrouvé son chemin. Leurs doigts s'entrelacèrent, un ajustement confortable et parfait. Ensemble, ils regardèrent le tableau, un témoignage de leur passé commun, de leur présent brisé, et du magnifique avenir doré qu'ils s'apprêtaient à construire ensemble. Et c'est ainsi qu'Alexandre Sterling apprit que sa plus grande acquisition n'était pas une entreprise, mais une seconde chance. Sarah Dubois lui a enseigné que la vraie valeur n'est pas quelque chose que l'on peut échanger en bourse. Elle se forge dans la loyauté, la résilience et le courage de réparer ce qui a été brisé. Leur histoire nous rappelle que sous les étiquettes que la société nous donne, milliardaire, serveuse, succès, échec, nous ne sommes tous que des gens à la recherche d'une connexion qui nous rend entiers. C'est une leçon puissante que le passé n'est jamais vraiment parti. Et parfois, les personnes que nous connaissions quand nous n'avions rien sont les seules qui peuvent nous rappeler qui nous sommes vraiment.